Le docteur Gabor Maté est un orateur renommé et un auteur de best-sellers connu pour son expertise en matière de gestion du stress et des dépendances. Survivant de l'Holocauste, il a immigré au Canada lorsqu'il était enfant. Il a travaillé pendant plus d'une décennie avec des patients atteints de toxicomanie et de troubles mentaux. Il s'est vu décerner l'Ordre du Canada pour son travail de précurseur dans le domaine médical, ainsi que pour ses publications. Besoin de motivation? Regardez un top 10 avec la Believe Nation. Top 10, I got a top 10. Got my motivation high for my top 10. Gotta learn from the wise women and men. All my life, like na 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 na. For my top 10, top 10, top 10, na 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 na. This one's for my top 10. Salut, je m'appelle Evan Carmichael et je fais cette vidéo parce que vous êtes sûrement la personne la plus ambitieuse de votre entourage, mais vous savez que vous pouvez en faire encore plus. Et pour ça, il faut vous entourer des meilleurs. Alors aujourd'hui, profitons de l'enseignement de l'un des meilleurs, le docteur Gabor Maté, grâce à ma sélection des 10 meilleures règles pour atteindre le succès. C'est parti avec la règle numéro 1, soyez authentique. Laissez-moi vous parler d'une de mes amies qui habite à Calgary. Elle s'appelle Shannon Doug, elle a 48 ans. Et à l'âge de 37 ans, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 4. Le stade 4 signifie que le cancer avait déjà attaqué ses os au moment où elle a été diagnostiquée. À cette époque, elle avait 2 jeunes enfants, de 1 et 3 ans. Elle était mariée à un riche homme d'affaires et elle travaillait en tant que cadre supérieur chez Microsoft à Calgary. Et la voilà diagnostiquée. Vie parfaite, mariage parfait, maison superbe bien sûr et physiquement en forme, en faisant toujours attention à ce qu'elle mangeait. Et la voilà diagnostiquée avec un cancer de stade 4. Et elle s'est métamorphosée. Alors elle a eu les meilleurs conseillers médicaux d'Amérique du Nord. Elle est allée à New York, tout ça. Elle a eu les meilleurs traitements médicaux. Et malgré ça, on ne lui a donné qu'1 an à vivre. C'était son pronostic parce qu'avec un cancer de stade 4, malgré les traitements, il y a de fortes chances que vous décédiez en 1 an. Pourtant, il y a 1 an, en février de l'an dernier, Shannon est allée dans la Napa Valley, en Californie, avec ses amis pour fêter ses 10 ans de survie et son 47e anniversaire. En fait, sa transformation vient du fait que lorsqu'elle a été diagnostiquée, elle a réalisé que sa vie n'était pas vraiment la sienne. Elle a été victime d'abus sexuels pendant son enfance. Et sa réponse à ces agressions a été, bien sûr, comme beaucoup d'enfants dans cette situation, de se dire « ça ne peut pas être la faute des adultes, c'est donc de ma faute. Donc si ça m'arrive, c'est que je dois être une très mauvaise personne. Alors il faut que je sois parfaite pour compenser. » La bonne fille qui n'en parle pas pour ne pas faire de vagues, la bonne employée, la bonne étudiante, la bonne épouse qui ne parle pas des problèmes d'addiction de son mari, encore une fois pour ne pas faire de vagues. Et quand elle a été diagnostiquée, elle a décidé qu'elle voulait vivre. Elle s'est dit rien à faire de cette perfection. Elle a confronté sa famille à propos des abus sexuels qu'elle avait vécus. Elle a confronté son mari. Et elle a même quitté son travail, qui ne la représentait pas réellement. 11 ans plus tard, le cancer est toujours dans ses os, mais il est complètement inactif. Mais elle sait que pour rester en vie, elle doit rester authentique. Alors, je crois que beaucoup de problèmes sont réversibles. Je ne suis pas en train de promettre la guérison à qui que ce soit. Mais Shannon a accompli une quête personnelle importante et elle poursuit cette quête tous les jours. Elle travaille sa spiritualité qu'elle a ignorée pendant toutes ces années. Elle fait plus attention à elle, elle continue à se réconcilier avec son passé. Et c'est maintenant la santé incarnée. On donne parfois des ateliers ensemble. Alors on peut y arriver, mais c'est un engagement. Et ça peut bien sûr mettre en péril des relations auxquelles on tient. C'est à vous de choisir. Règle numéro 2, n'ignorez pas vos traumatismes. Le drame de l'enfant doué a été écrit par Alice Miller, une psychothérapeute juive allemande suisse qui a été psychanalyste pendant 3 décennies. Elle a réalisé que la méthode freudienne de psychanalyse n'aidait pas les gens à se sentir mieux, parce que cette méthode ignore les traumas.
Le drame de l'enfant doué, dont le titre allemand était « Prisonnier de l'enfance », se concentre sur le fait que des choses nous arrivent dans notre enfance, des choses négatives, et on s'adapte à ces événements en se mettant sur la défensive. Et on vit le reste de notre vie dans ce mode défensif. Donc on ne vit pas vraiment le présent, on ne fait que revivre le passé du point de vue de l'enfant vulnérable et sans défense que nous étions. Quand elle parle de l'enfant doué, elle veut parler de l'enfant sensible. Plus l'enfant est sensible, plus il va ressentir la douleur et le stress de son environnement. Et plus cela l'affecte, plus cela va modifier sa vie. J'ai découvert ce livre dans ma quarantaine alors que j'étais docteur renommé et que j'avais des enfants. Mais j'étais dépressif, anxieux, j'étais accro au travail. Vous ne l'auriez pas su si vous m'aviez vu au travail. Mais au fond de moi, j'étais découragé. J'avais des problèmes avec mon mariage. J'avais l'impression que mes enfants avaient peur de moi, ce qui était le cas, à cause de mes accès de colère. Et ce livre a été le premier à m'aider à comprendre d'où venait tout ça. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes, ce fut une lecture déterminante. Et depuis, tout mon travail a été de libérer les gens de cette prison que l'enfance impose souvent à bon nombre d'entre nous. Règle numéro 3, reconnectez-vous à vous-même. Étant donné qu'avoir des valeurs, pour reprendre ton exemple, fait partie des qualités humaines essentielles, alors te déconnecter de tes valeurs devient ton traumatisme. Il s'est passé quelque chose et tant que tu n'auras pas traité ce qui s'est passé, quand tu as perdu ce lien avec toi-même, on ne pourra pas vraiment t'aider avec cette dépendance. La dépendance est donc un problème dérivé. Il ne suffit pas d'en apprendre plus sur tes comportements ou tes mantras ou en essayant de te convaincre de retrouver tes valeurs. Ça ne fonctionnera jamais. Cette dépendance a pour origine une déconnexion avec toi-même. Et c'est de ça dont il faut qu'on s'occupe. Ce que je veux dire à propos de la dépendance, c'est que c'est toujours une tentative de résoudre un problème qui n'est pas le problème principal. Le problème est né d'un traumatisme de l'enfance, et globalement, c'est ce traumatisme qui nous déconnecte de nous-mêmes. Règle numéro 4, vivez l'instant présent. Je travaille avec les gens pour faire ressortir la vérité de leur expérience, pour qu'ils ne restent pas prisonniers de leur enfance, pour qu'ils puissent choisir consciemment leur façon de vivre aujourd'hui sans se baser sur la façon dont ils ont été programmés pendant l'enfance. Mais pour ça, il faut le faire avec beaucoup de compassion. Sinon, les gens se referment sur eux-mêmes. Ils se rétractent et se protègent. Alors c'est comme ça que je fais. Et si vous voulez augmenter votre amour-propre et votre confiance en vous, jetez un œil à ma 254 série. C'est gratuit et les liens sont en description. Vous êtes debout et habillé avant vos parents. Vous savez pourquoi? Parce que vous saviez que quelque chose d'inhabituel allait arriver. C'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie. Se réveiller avec la satisfaction d'attendre l'inattendu. Les personnes qui réussissent font ce qu'elles détestent pour arriver là où elles veulent. Si vous voulez vous exprimer efficacement, vous devez en savoir beaucoup plus que ce dont vous allez parler. Règle numéro 5, soyez prêts à renoncer. Quelle est la racine du mot familier? Famille? Oui, et en l'occurrence, tu as grandi dans une famille très stressée. Oui. C'était ton environnement. Je ne te connais pas, mais c'est ce que tu m'as dit. C'est l'environnement dans lequel tu as grandi. Et dans une certaine mesure, nous recréons les résonances émotionnelles que nous connaissions dans notre enfance. Alors, tant que tu ne seras pas prêt à renoncer à cet aspect de ta famille, tu continueras à recréer ce schéma. Règle numéro 6, s'interroger et reconnaître. En règle générale, je crois que la plupart des troubles de la santé mentale, on pourrait dire presque tous les troubles de la santé mentale, trouvent leur origine dans l'expérience de l'enfance et ont pour source un mécanisme d'adaptation. Si vous regardez l'anxiété, si je vous menace d'une arme, vous n'allez pas être anxieux, vous allez avoir peur, et vous aurez raison. Alors quand avons-nous peur? Quand quelque chose nous menace. Quand quelque chose de mauvais nous arrive ou quand nous percevons quelque chose qui nous menace et dont on doit s'écarter. Dans les premières années de la vie de l'enfant, l'anxiété est une alarme d'attachement. Quel est le plus grand besoin de l'enfant? L'attachement à ses parents, la connexion avec ses parents. Quand le parent n'est pas là, l'enfant devrait ressentir une certaine crainte.
dans un but positif. Parce que lorsque l'enfant ressent de la crainte, il pleure, il vocalise, et ça fait venir le parent. Regardez la mère des chatons qui répond aux cris de ses chatons, c'est immédiat. Et c'est pareil chez les humains qui sont encore connectés à l'instinct de parents. Ils vont répondre aux appels à l'aide de leur enfant. Cette peur fait partie de notre évolution, c'est un mécanisme d'adaptation. Maintenant, qu'arrive-t-il à une personne dont les parents se sont vus dire par des experts médicaux, comme on me l'a dit aussi jusqu'à ce que j'apprenne le contraire par d'autres parents, qu'il ne faut pas prendre les enfants quand ils pleurent? Cette peur naturelle, qui est à la source des pleurs, qui fait venir les parents et qui met fin à l'anxiété, cette peur se retrouve ancrée dans l'enfant. Ce qui a donc commencé par un mécanisme d'évolution devient donc généralisé. Dans certaines circonstances, il doit y avoir de la peur et de l'anxiété. Mais quand je ressens cette anxiété sans menace immédiate, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas une réponse à quelque chose d'externe. C'est l'anxiété que j'ai développée dans mon enfance. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui rend les gens de plus en plus isolés et où le contact social humain a été remplacé par le monde plutôt froid et impersonnel de l'Internet. Une société où les personnes véritablement menacées, où les jeunes ont moins de possibilités d'avoir un emploi significatif et un sentiment d'appartenance et d'utilité auquel leurs parents ont été habitués. Il y a dans cette société une menace plus généralisée. Quand cette menace généralisée touche des personnes qui sont encore dans l'enfance et qui sont plongées dans une anxiété qui n'est pas soulagée par des parents qui viennent les aider, vous vous retrouvez dans une situation anxiogène. Donc si vos amis sont anxieux, je les amènerai à s'interroger sur leur enfance et à reconnaître que cette anxiété est en fait un appel à l'aide désespéré d'une partie de leur enfance, pour qu'ils apprennent à obtenir de l'aide pour cette partie de leur enfance. Plutôt que de se contenter de prendre des tranquillisants ou de se réfugier dans l'alcool pour échapper à l'anxiété ou d'aller sur Internet pour s'évader momentanément. Pour qu'ils voient réellement que cette anxiété est une réponse normale chez eux face à ce qui leur est réellement arrivé et qu'elle peut être soulagée, qu'ils peuvent s'en débarrasser si l'on en examine les sources. Règle numéro 7, trouvez votre vraie nature. Il y a le faux soi et le vrai soi. Donc on parle de la perte de l'ego, du soi égoïque. Le soi égoïque, et ce n'est pas pour le critiquer, mais pour le décrire, c'est l'ensemble des contre-mesures et identifications défensives et fausses hypothèses que nous développons parce que nous avons perdu la connexion avec notre vrai soi. Une fois que ce soi égoïque s'est développé pour vous protéger des douleurs, comme il l'a fait pendant l'enfance, il est très tenace et ne disparaît pas facilement. Il lutte désespérément pour sa survie, parce que pendant l'enfance, votre survie dépend de sa survie. Il ne disparaît donc pas facilement. Quand on parle de perte de soi, on parle du soi égoïque. C'est ce qu'on appelle la mort de l'ego. Et puis, il y a un soi plus grand. En anglais, il y a un mot très important dans la guérison des addictions. C'est le mot « recovery », qui peut se traduire par « se rétablir ». Quand on demande aux gens ce qu'ils ont découvert pendant leur rétablissement, 99% des fois, les gens répondent « je me suis découvert ». Ce qui veut dire que le soi authentique, le vrai soi, n'avait pas vraiment disparu. Il n'avait pas été détruit, mais il était masqué. Il était masqué par le faux soi. Alors oui, pour atteindre le vrai soi, il faut passer par un nouveau soi. D'ailleurs, Jésus en a parlé en disant « Si vous n'avez pas ressuscité, vous ne pouvez pas entrer au royaume de Dieu. » Et il ne parlait pas des drogues psychédéliques. Peut-être. En fait, je ne pense pas. Et je sais que nous parlons dans un contexte de conférence sur les soins par les drogues psychédéliques, donc on pourrait en parler. Mais il est important de mettre l'accent sur le fait que se redécouvrir et se reconnecter à soi ne dépend pas d'une méthode unique.
Non. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Les drogues psychédéliques sont une méthode particulièrement puissante, mais ce n'est certainement pas la seule solution. Jésus a dit aussi, ceux qui s'accrochent à la vie vont mourir, et ceux qui sont prêts à mourir vont vivre. Je paraphrase, mais c'est le sens qui compte. Je pourrais retrouver les mots exacts dans mon téléphone, mais en gros, le soi égoïque doit mourir pour laisser vivre le vrai soi. Règle numéro 8, comprenez la source de votre douleur. Il faut comprendre que votre dépendance n'est pas le problème. Votre dépendance, c'est votre tentative de régler le problème. Et la vraie question c'est, comment ce problème s'est-il développé? Comment se fait-il qu'avec 7 milliards d'habitants sur Terre, vous vous sentiez seul? Comment se fait-il que vous manquiez de libre arbitre, de sentiment de contrôle et d'autorité dans votre vie? Pourquoi souffrez-vous autant émotionnellement? Et tout ce que vous dites, la solitude, le manque d'énergie, le manque de contrôle, l'anxiété, ce sont des formes de souffrance émotionnelle. Mon mantra à propos de la dépendance n'est pas « pourquoi cette dépendance », mais plutôt « pourquoi cette douleur ?» Et c'est de ça dont on doit parler un peu plus. Toi et moi savons que la réponse actuelle à la dépendance, c'est soit le modèle légal, la dépendance est un choix que les gens ont fait et il faut les punir pour ça, ou c'est un modèle médical, où la dépendance est une maladie mentale héréditaire. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que c'est une tentative de résoudre un problème humain, que ce soit de la souffrance émotionnelle, de la solitude, de la détresse, de l'anxiété, quoi que ce soit. La véritable question est, qu'arrive-t-il à ma vie, ou à ta vie, Joe, ou à la vie de qui que ce soit ici, qui est à la source de cette souffrance? Et que faire de cette souffrance? Parce que la dépendance renforce la douleur, elle la multiplie. Elle l'augmente de façon exponentielle. La douleur est donc à la source de la dépendance. Et comme le dit le guide spirituel Eckhart Tolle, la dépendance vient de la douleur et finit par la douleur. Règle numéro 9, cherchez au plus profond. L'exemple qu'on donne souvent peut avoir des conséquences très positives ou très dures. Par exemple, si je vous frappe sur l'épaule, vous ne ressentirez aucune douleur. Mais si vous ne portez pas de chemise, que votre peau n'est pas couverte, et si en plus vous avez un coup de soleil et que vos terminaisons nerveuses sont proches de la surface, si je vous tape avec la même force, vous allez ressentir une douleur atroce, même si l'événement extérieur n'est pas différent. Tout à fait. La sensibilité amplifie la douleur que l'on ressent. La sensibilité nous permet aussi d'être plus créatifs. Donc très souvent, les gens les plus créatifs sont aussi ceux qui souffrent le plus. C'est pour ça que tant de personnes créatives tentent d'oublier leur douleur au travers de toutes sortes de dysfonctionnements comme les dépendances par exemple. Il y a donc un vrai lien entre la créativité et la sensibilité, et entre la créativité, la sensibilité et la souffrance en même temps. Ça, c'est un premier point. Autre chose nous renvoie à ce que tu as dit à propos des gens que tu connais et qui réalisent de grandes performances. Regarde le mot performance. Ce mot peut être aussi associé au monde du spectacle et à la performance artistique. Oui, tout à fait. Et j'aurais très bien pu être ce genre de personne qui réalise de belles performances. En d'autres mots, vu de l'extérieur, on voit un drôle de médecin, un directeur de service de soins palliatifs dans un grand hôpital, chroniqueur national dans les pages médecine d'un journal canadien, avec un haut niveau de performance. Mais à l'intérieur, anxieux, frustré, déprimé, découragé, avec beaucoup de souffrance dans ma vie privée. Alors beaucoup de gens qui font de belles performances ont en fait beaucoup de problèmes en eux. Il y a bien sûr de nombreux exemples célèbres comme ça. Certains des plus grands artistes comme Elvis Presley ou Marilyn Monroe, et d'autres tout aussi connus, qui livraient de grandes performances sur scène ou ailleurs, se cachaient à eux-mêmes leur propre douleur. Et règle numéro 10, la dernière avant un clip très spécial en bonus, traitez la question clé. J'ai discuté avec mon ami Jamie. Où es-tu, Jamie? Tu es quelque part dans la salle? Elle est médecin à Détroit. Oh, Dr. Jamie Hope, vous êtes dans la salle? Je crois qu'elle est au Genius Lounge. Ok, d'accord. En fait, elle travaille aux urgences d'un hôpital de Détroit et... Elle a été diplômée en 2005 de l'Université de médecine du Michigan. Et combien a-t-elle eu de cours sur le trauma émotionnel? Pas un seul. Combien de cours a-t-elle eu sur le développement du cerveau humain en interaction avec son environnement? Aucun.
Et c'est pareil pour moi quand je faisais mes études de médecine il y a 40 ans. Ce que je veux dire, c'est que le monde médical ne comprend pas du tout le problème et n'offre aucun cours pour comprendre la psychologie. Et c'est pareil pour de nombreux programmes suivis pour la dépendance. Alors, ils ne traitent pas la question clé. Ils ne traitent que le comportement lié à la dépendance. Mais le comportement n'est que le symptôme. Et maintenant, un clip spécial bonus. J'espère que vous allez aimer. Mais avant, c'est l'heure de la question du jour. Je veux savoir le point le plus important que vous avez retenu de cette vidéo. Mettez-le dans les commentaires en dessous et mettez aussi quand vous allez passer à l'action sur ce point particulier cette semaine. Quand vous programmez le jour, l'heure et l'endroit où vous allez passer à l'action, vous avez 91% de chances de vous y tenir, comparé aux 35% si vous êtes motivé, mais que vous ne créez aucun plan. Et quand vous partagez votre plan et que vous vous en sentez responsable, vous vous offrez de meilleures chances d'y arriver. Alors dans les commentaires en dessous, mettez ce que vous avez retenu de cette vidéo et votre plan pour passer à l'action, parce que je veux fêter ça avec vous. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de dépendances sont en fait de l'automédication pour des conditions particulières comme la tienne. Pour le TDA, le trouble du déficit de l'attention. Moi, j'ai été diagnostiqué dans la cinquantaine et mes enfants après ça. L'approche médicale habituelle, c'est que c'est une pathologie cérébrale génétique. Mais ce n'est ni génétique ni une pathologie cérébrale. Quand on regarde les rêveries et les étourderies des TDA, pourquoi avons-nous cette capacité à nous couper du monde, à votre avis? La nature nous a donné cette capacité de nous couper du monde. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Si je vous menace en ce moment, si je vous stresse, je vous maltraite verbalement, il y a différentes options qui vont s'offrir à vous. Vous pourriez vous lever et partir. Ce serait me fuir. Vous pourriez vous lever et me demander d'arrêter. Ce serait m'affronter. Et si vous ne pouvez rien faire de tout ça, sachant qu'il y a combien de personnes ici? Il y a environ 400 personnes réparties dans les deux salles. Ok, 400 personnes. Vous pourriez demander de l'aide. Ce sont des options disponibles. Pour changer votre vie en 30 jours, cliquez sur le lien juste en dessous, c'est gratuit. Cliquez sur le lien juste à côté pour mon top 10 avec Tim Ferriss. Continuez à croire en vous et on se revoit bientôt.